Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on aborde les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au port d'armes par les policiers municipaux, fréquemment demandé par les syndicats de police et de nombreux élus. Dans un entretien accordé à la Tribune dimanche, Laurent Nunez a affirmé y être très favorable pour dissuader les individus de compromettre la sécurité de nos villes. C'est un des sujets qui va cristalliser les élections municipales de 2026 et un sujet de discussion important du Congrès des maires. On en parle longuement en plateau avec nos invités dans une minute. Dans l'entretien culture, on vous parle d'un véritable triomphe. 12 hommes en colère, 300 000 spectateurs convaincus et une reprise au théâtre Hébertot pour ce huis clos judiciaire très prenant. De l'art de vivre enfin avec un lieu qui propose une pause bien-être pour se ressourcer dans un havre de verdure à moins d'1 heure de Paris. C'est le Dolce au domaine du Moncel et on vous le présente tout à l'heure. Je suis très favorable à l'armement des policiers municipaux, a affirmé Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, dans les colonnes de la Tribune du dimanche. Selon leur dernier sondage, 76% des Français font de la sécurité l'enjeu principal des élections municipales à venir. Sujet incontournable donc du Congrès des maires, dont on va parler aujourd'hui en plateau avec nos invités autour de la table. Julien Chambon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire Renaissance de Houille, c'est dans le 78. Pierre Gentillet, vous êtes avocat, merci d'être avec nous. Driss El Azaoui, président de l'Association des élus de France et vice-président de l'Association des maires des villes et banlieues. Et Benjamin Camboulive, porte-parole de Alternative Police CFDT. Bonjour. Ce chiffre que j'ai énoncé, 76% des Français placent la sécurité en tête de leurs préoccupations pour les élections municipales. Ça dit à quel point ce sujet va cristalliser les prochaines élections. Ça correspond à une hausse de l'insécurité sur le terrain. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans les communes, par exemple dans la commune de Houille que vous représentez? Moi, je pense que les Français, ils ont bien raison. Et je pense que c'est une des premières préoccupations que nous, en tant qu'élus, on a. Garantir bien sûr la sécurité sur la commune, même si Houille, vous l'avez dit, une ville du 78, un peu à l'ombre de la Défense, est très sécurisée, c'est-à-dire une des villes les plus sûres des Yvelines et d'Île-de-France. Un fait de délinquance, c'est déjà un fait de trop. Donc on doit être réactif. Quoi qu'il arrive, quand on a une gare, comme c'est le cas à Houille, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'événements, on se doit de réagir le plus vite possible à n'importe quel événement. Donc c'est à la fois bien sûr garantir une présence sur le terrain, c'est très important et c'est ce que les gens demandent, je pense. Puisque cette présence est rassurante. Exactement, vous avez un interlocuteur, vous pouvez gérer aussi des incivilités, il n'y a pas que l'insécurité, mais aussi c'est pouvoir réagir en cas d'événement. Moi je pense que la demande est très légitime en tout cas, c'est une de nos premières missions d'y répondre. Driss El Azaoui, j'ai noté quelque chose dans la prise de parole de Julien Chambon, c'est qu'il y a certaines communes qui sont moins en nécessité que d'autres. Pour autant, ce besoin de sécurité, ce désir affirmé de plus de sécurité, il est le même. Est-ce qu'il y a aussi un peu plus d'exigence du côté des Français? Les Français qui se disent je n'ai plus envie de faire face à l'insécurité, elle doit être traitée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est le premier des devoirs ou la première des obligations que nous devons, nous qui sommes en responsabilité à nos concitoyens, à nos administrés. C'est la sécurité des biens et la sécurité des personnes. Néanmoins, je serais un petit peu plus contrasté sur le sondage parce que je pense que tout dépend de la fenêtre de là où on interroge. Je m'explique. Quand vous interrogez nos concitoyens dans un quartier populaire, dans un quartier de la politique de la ville, le premier besoin, ça va être effectivement la sécurité. Parce qu'il y a une réelle insécurité due au narcotrafic, due aux stupéfiants, due à un certain nombre de sujets, barbecue sauvage, rodéo sauvage, etc. Et on assiste dans ces territoires à des phénomènes d'insécurité qui sont significatifs. Si vous interrogez nos concitoyens et nos administrés dans d'autres territoires de la ville, sur les territoires entre guillemets de droit commun, ça sera plutôt la question du quotidien. C'est la question des encombrants, la question des déchets, enfin d'autres sujets qui vont arriver. De la gestion urbaine de proximité, je pense qu'il y a 2 niveaux d'insécurité. L'un dû à des phénomènes qui sont des phénomènes réels sur lesquels la République doit être présente et on n'est pas suffisant de 2 parce que moi je le rappelle ici, souvent on accable les maires de tout, ils sont responsables de tout et innocents de rien. La sécurité est d'abord une prérogative de l'État, c'est d'abord une action régalienne de l'État. Et le maire effectivement avec les moyens en toute humilité qui sont les siens, vidéosurveillance, police municipale, eh bien apporte son soutien effectivement aux forces de police. Une réaction sur le terrain, comment est perçue finalement cette insécurité qui est décrite par les Français qui demandent plus de sécurité, on l'a vu, et plus de moyens donnés à cette police municipale?
Les Français, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement la sécurité. Leur souci, c'est pas vraiment est-ce que c'est la police nationale ou la police municipale. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas bien la distinction, les prérogatives des uns et des autres? C'est que c'est pas leur sujet. Quand vous êtes une victime potentielle, ce que vous voulez, c'est que vous soyez être protégé, et ça se limite à ça. Donc la victime potentielle, comme le voyou d'ailleurs, ne regarde pas s'il est en train de faire face à un policier national ou un policier municipal. Tout ce qu'il voit, c'est un représentant de l'autorité. Encore faut-il qu'il ait les moyens d'incarner cette autorité. Et à ce stade, au jour où on parle, eh bien, l'État n'a pas les moyens d'assurer la sécurité dans l'espace public. Je veux dire, les chiffres parlent, pour les chiffres des crimes et délits, l'augmentation de la violence. En face de cela, qu'est-ce que vous avez? Une police nationale qui travaille à effectif constant et une justice qui est paralysée par le manque de places de prison. Donc de fait, oui. Et donc une inefficacité? Effectivement, une inefficacité, d'où l'insécurité sur l'espace public. C'est pour ça qu'on a ce besoin de police municipale, pour venir compléter notre action, pas pour s'y substituer, pour la compléter. Pour la compléter, Pierre Gentil. Oui, et en même temps, ce qu'il faut bien dire, c'est que la première responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les maires sont un peu ici en palliatif, justement, d'une insécurité que le pouvoir central, ne parvient pas ici la police nationale, n'arrive pas à résoudre. Alors, il faut aussi dire que, bien sûr, le maire, il a la capacité d'intervenir et même de faire baisser la délinquance dans une de ses communes. Par exemple, ici en Ile-de-France, on passe d'une commune à l'autre et on sait très bien qu'on peut avoir des taux de délinquance qui sont sensiblement différents et cela est dû aussi à l'action du maire. Quand vous avez des maires qui décident d'armer la police municipale, oui, ça fait la différence. Quand vous avez des maires qui décident de mettre de la vidéoprotection, en plus aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut améliorer sensiblement le rôle de ces caméras de vidéoprotection. Enfin, vous avez un certain nombre comme ça de moyens juridiques qui sont mis à la disposition du politique et qui fait qu'aujourd'hui, le maire peut agir, mais en même temps, je veux dire aussi que ça ne doit pas être le prétexte pour l'État de se défausser de ses responsabilités, parce que même si le policier municipal, pour une raison toute bête, si le policier municipal constate un délit et qu'il est dans sa mission, en bout de chaîne, c'est pas lui qui condamne, on est d'accord, c'est quand même la justice. Et là, vous posez la bonne question, qui est celle des places de prison, etc. Donc oui, bien sûr, le maire a un rôle, et en même temps, si derrière l'État est défaillant, malheureusement, ça ne peut pas suivre. Réaction rapidement. Plusieurs choses, c'est qu'on a besoin de police municipale, effectivement, tout simplement parce que l'État ne recrute pas de police nationale. Vous avez tout simplement tout à fait bien cerné la problématique. Donc on manque de moyens humains. On manque d'effectifs dans la police nationale, donc on va les affecter, en fait, en regardant selon les villes, le ratio nombre d'habitants, infractions. Ce sera donc souvent sur des grosses communes. Vous aurez ce ratio qui sera le plus important. Là où il y a des besoins aussi. Effectivement, là où il y a le plus de besoins, mais ce n'est pas pour autant que des communes plus petites n'auront pas de problème de sécurité. L'insécurité, elle est partout aujourd'hui. En tout cas, on part du principe qu'elles en ont moins besoin que dans des communes ou plus dotées en population, où la criminalité et les incivilités sont plus fortes. Mais on en arrive à cette nécessité, par manque d'effectifs, pour être suffisamment présent partout. Le risque, effectivement, c'est de demander à la police municipale d'assumer pleinement les questions de sécurité, alors qu'il faut que l'État conserve les missions régaliennes, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, les enquêtes, le renseignement, tout ça, ça doit rester du domaine plein de l'État. Mais la gestion d'une commune, ça reste aussi donc la gestion de la sécurité. Il y a des choses à faire sur la police municipale. Donc, on imagine de bien répartir les missions de chacun, de comprendre les prérogatives des uns et des autres et d'imputer un certain nombre de moyens, d'outils dans les mains de chacun pour que cette cohabitation fonctionne. C'est ça, une complémentarité, pas une substitution, en faisant attention au fait qu'effectivement, si toute la sécurité repose sur les mairies, il y a un risque de politisation de la sécurité. Bien sûr. Ce qui veut dire que si le maire... Ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, puisque ce sont les maires qui peuvent décider ou non d'armer leur police municipale. J'ai une question à vous poser concernant le degré de confiance des Français dans leurs élus locaux. Les Français le disent, parmi le personnel politique, les élus dans lesquels ils ont le plus confiance, ce sont les maires. Déjà, ça dit quelque chose d'intéressant. Et ensuite, ça donne finalement une forme de responsabilité encore plus importante aux maires, aux représentants des communes que vous êtes, puisque derrière, on attend de vous donc de répondre, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu en mode soin palliatif, à ce que l'État ne peut pas proposer. Oui, vous avez raison, on attend du maire des résultats. Et franchement, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se renvoyer la balle. Police nationale, police municipale, vous l'avez dit, les gens ne comprennent pas trop la différence. Non, je crois pas. Le but, c'est que sur le terrain, quand ils sont dans la rue, qu'ils se sentent en sécurité. C'est ça mon objectif. Donc forcément, nous, on accède, on est la première porte d'entrée pour exprimer une insécurité, une incivilité. Donc nous, on doit trouver les moyens de faire. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de caméras qui filmaient l'espace public.
On a déployé la vidéoprotection dans la ville. Quels ont été les effets? C'est indispensable. En fait, les effets, c'est que vous êtes capable d'intervenir très rapidement en direct. Et d'élucider. Parce qu'on a embauché des agents sur place. On a des agents de police municipale qui visionnent les images en direct. Et parce que vous apportez des images indispensables à la police judiciaire qui, en cas d'enquête, résout des crimes potentiels ou des incivilités grâce à ça. Sanctionner. Bien sûr. C'est un élément de preuve indispensable. Moi, je discutais avec un maire d'Île-de-France qui est un ami, le maire de Brie-sur-Marne, Charles Aslanguel, et qui me disait qu'il a installé, il est élu depuis 2020, et il a installé effectivement des caméras de vidéoprotection dans les grands axes de sa ville et à la sortie des villes. Parce qu'à la sortie des villes, on sait d'où viennent en fait les malfaiteurs, et pour la police qui en fait connaît en réalité assez souvent ces bandes, eh bien, elle peut plus facilement interpeller, élucider et au fond faire en sorte que l'enquête se déroule mieux. Donc ça contribue à une hausse. Qui par exemple, aussi, bien sûr, et par exemple pour cette commune, c'est une hausse de 30%. C'est non, c'est pas une hausse, c'est 30% des élucidations sont dues à la vidéoprotection. C'est énorme. Donc c'est énorme. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas un impact. Voilà. C'est le premier réflexe des enquêteurs de demander s'il y a des caméras sur une zone qui est criminogène. Pouvoir observer justement ce qui s'est passé. Ça sert effectivement pour le travail d'enquête. Il y a aussi l'aspect préventif, même s'il n'est pas total. On a tendance à déplacer l'infraction plus qu'à l'éteindre avec une caméra. Et le fait est que pour le travail d'enquête, c'est fondamental. Et que c'est aussi un gain d'efficacité des effectifs, parce qu'une caméra, elle tourne 24 heures sur 24. Bien sûr. Et c'est beaucoup mieux qu'un seul opérateur qui va faire le boulot au final de 15 agents sur le terrain pour ce qui est du constat des infractions. Driss Etazaoui, est-ce que vous rejoignez les propos de Laurent Nunez qui affirme que l'armement de la police municipale serait positif? Il y voit avant tout un intérêt dissuasif. Est-ce que vous confirmez? Juste avant de répondre à votre question, vous avez soulevé une question intéressante posée à mon collègue sur la confiance, j'imagine, des Français dans leurs élus. Absolument. Je trouve que c'est important. Et rappelez que le visage familier de la République, c'est le visage du maire. Et que c'est vraiment le maillon de proximité. C'est le premier de tranchée, c'est le premier de cordée, et c'est lui qui est ancré dans la réalité du quotidien auprès des administrés. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est important de faire attention à ne pas mélanger ou à ne pas être dans la confusion des genres. À Évreux, on a multiplié le nombre de caméras par 10, il y en avait 10, il y en a 100, plus d'une centaine aujourd'hui. Nous avons fait le choix d'armer également la police municipale, ça a été un choix du conseil municipal, donc le choix a été fait, a été approuvé. Est-ce que vous avez vu une différence depuis ? Pour autant, je pense qu'il faut être vigilant, ne donnons pas le sentiment à nos concitoyens que le maire, c'est le directeur départemental de la sécurité publique. C'est pas le shérif, maire, c'est le commissaire de police. C'est pas le shérif. C'est ça dont il faut le départir, parce que vous mettez en danger le maire sinon, et vous le mettez en difficulté dans son travail au quotidien. Pourquoi ? Je pense que c'est important. On l'a vu aujourd'hui avec l'épisode de Marseille. Vous avez un militant associatif, élu, enfin aujourd'hui, moi je me suis posé la question en venant sur votre plateau, parler du narcotrafic, dénoncer le narcotrafic, dénoncer le trafic de stupéfiants dans nos territoires, dans nos quartiers, ça commence à nous mettre en danger cette histoire, quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri de représailles. Et donc attention de ne pas jeter l'anathème, ou en tout cas la suspicion, ou en tout cas le conflit dans la confusion de nos concitoyens, et donner le sentiment que le maire, c'est effectivement le shérif de la ville. C'est pas le shérif de la ville. Rappelons qu'il préside aussi le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est lui qui en est le patron. Il l'anime aux côtés du préfet ou du sous-préfet. Et donc, il anime l'ensemble des acteurs qui sont confrontés aux questions d'insécurité, des animateurs jusqu'aux éducateurs spécialisés, en passant par la police municipale. Oui, c'est un écosystème qui est très large. Absolument. Non, moi, je rebondirais, mais un peu différemment. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire ? Franchement, on a des agents de police nationale et municipale qui sont exceptionnels, qui font un travail très professionnel. Donc ça, je pense qu'on peut s'appuyer dessus pour aller beaucoup plus loin. Moi, ce que je ressens en tant que maire, c'est beaucoup de frustration, et les habitants me le disent. Aujourd'hui, je peux avoir une police municipale efficace sur le terrain. Quand elle visualise, quand elle tombe sur quelqu'un qui consomme un stupéfiant, elle ne peut pas le verbaliser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on passe pour des idiots face à nos concitoyens? Donc on n'est pas capable d'agir sur des choses. Ça véhicule une forme de laxisme ambiant. L'État, la mairie, c'est un ensemble pour le citoyen. Il se dit on n'est pas capable de mettre en place des règles qui sont respectées par tous. Et ça renvoie une image d'impuissance de la force publique qui est désastreuse et qui derrière va alimenter d'ailleurs la difficulté de travailler de nos agents. Je pense aussi à la police nationale et je suis très solidaire d'eux parce qu'ils ont énormément de contraintes personnelles. S'ils font par exemple une poursuite sur un rodéo moto, etc., ils s'engagent à titre personnel. Ils ont leur responsabilité pénale. C'est scandaleux parce que ça pourrit le quotidien des gens, ce rodéo. Oui, pour bien expliquer la limite en fait, de l'augmentation de la présence de voie publique avec la police municipale, si vous vous contentez en l'état actuel de leurs prérogatives d'augmenter les effectifs de police municipale dans la rue... Ça ne changera pas grand-chose ? C'est pas que ça ne va pas changer grand-chose, c'est que votre action ne va être qu'une action de surface. Vous augmentez la présence de voie publique, vous augmentez les saisines, les interpellations... Donc c'est quand même potentiellement dissuasif, c'est ça ?
Oui et non, parce qu'il n'y aura pas de réponse amenée par la justice, rien ne sera présenté à la justice. Vous augmentez la voie publique sans augmenter en regard les enquêteurs de la police nationale. La police municipale, elle interpelle, elle ne traite pas les affaires. Donc si vous les augmentez sans augmenter nos enquêteurs, vous n'amenez pas de réponse supplémentaire. Et pour ce qui est du stupéfiant, effectivement, les mettre sur des points de deal, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils n'ont pas la possibilité de dresser des amendes forfaitaires délictuelles, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Non. Il faut juste dire une chose, c'est qu'au départ, la façon dont a été pensée la police municipale, ce n'est pas du tout le même rôle que la police nationale. C'est-à-dire que la police municipale avait davantage, la police a un rôle à la fois préventif et un rôle répressif. Et bien justement, la police municipale joue plutôt ce premier pendant, qui est un rôle préventif. Là, nous traitons des communes d'Île-de-France. Mais si nous parlons de la ruralité, nous savons que dans des petites communes, dans des communes de 5 000, de 10 000 habitants, ici, la police, elle intervient pourquoi ? Elle intervient pour des règlements de conflits. Essentiellement. Elle intervient pour faire en sorte que l'espace public ne soit pas obstrué, etc. etc. Et au fond, c'est un rôle, j'aime pas ce mot pour la police, mais bien plus pédagogique que celui de la police nationale. Simplement, le problème, c'est qu'on confond les rôles de plus en plus, et là je suis d'accord avec vous, le maire n'est pas le shérif, mais le problème, c'est qu'il y a une telle illisibilité du millefeuille des compétences qu'on va finir par tout demander à l'acteur qui est le plus proche de vous. Tout à l'heure, vous disiez le point positif, c'est que le maire, effectivement, c'est l'élu qui est... De confiance. Effectivement, c'est celui qui a le plus grand crédit au sein des institutions françaises. Mais pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est parce que votre maire, vous le connaissez. Le conseil départemental, le président du conseil départemental, le président du conseil régional et même parfois votre député, vous ne les connaissez pas systématiquement. Beaucoup mieux en termes de confiance qu'encore nos responsables à l'échelle nationale. Vous avez complètement raison. Le préfet, on ne le connaît pas. Le commissaire de police, on ne le connaît pas non plus. Et je souscris complètement à ce que vous venez de dire. Moi, je voudrais illustrer quand même cet exemple par l'exemple d'Évreux, parce que nous avons un poste de police de proximité en plein cœur d'un quartier qui s'appelle le quartier de la Madeleine, qui s'est fait connaître à de nombreuses reprises pour fusillades, règlements de compte, sur fond de trafic de stupéfiants. Et une dernière réunion publique avec le maire d'Évreux, la première question de la population, c'est pour ça que je vous dis que les attentes dans un quartier de la politique de la ville n'est pas la même que dans un quartier de droit commun. Le premier sujet, c'est quand est-ce que vous allez réouvrir le poste de police de proximité. Ça a été vraiment le premier sujet qui a été posé. Le maire, intelligent, invite également le commissaire de police lors de ces réunions publiques, comme ça il lui dit « Je donne la parole au commissaire de police qui va vous apporter la réponse. » Écoutez, on est désolé, pour l'instant, effectivement, il est fermé. Nous n'avons pas les effectifs de manière... Pas les moyens. Voilà, on n'a pas les moyens. Moi, je vous fais réagir dans la Oui, je ne peux pas laisser dire que le maire fait son shérif. Notre action, elle est strictement encadrée. Aujourd'hui, quand vous mettez des moyens, quand vous mettez de la vidéoprotection, quand vous mettez des caméras, il y a tout un protocole, il y a des assermentations, les gens sont formés, il y a des agréments, on met énormément de moyens pour garantir la qualité des professionnels sur le terrain. Donc, je pense qu'on parlait plutôt des risques. Attention à ça. Je dis que c'est justement l'attente. Non, mais les gens, eux, une partie des concitoyens, les gens, ils voient juste la réalité. C'est pas le rôle du maire. Qui est capable de faire ? Et vous l'avez dit, moi je ressens beaucoup de frustration. Je ne sais pas si c'est une question d'effectif, ça c'est monsieur le syndicaliste qui le dira. Sur la police judiciaire, je ressens surtout parfois le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'ils travaillent énormément pour rien. Les personnes qu'ils interpellent, ils sont relâchés 3 jours après. Les personnes qu'ils interpellent, ils ne vont pas en prison. Et ça, c'est scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'on travaille pour rien. Monsieur Cambouli, vous voulez prendre la parole ? Je vous la donne dans une seconde. Oui, j'essaie d'aller sur tous les sujets. Sur la police de proximité, la réalité de la police nationale, c'est qu'on n'a déjà pas les moyens de faire du répressif comme il faudrait qu'on le fasse. Donc on n'a pas le temps de faire effectivement du préventif. Ça, c'est la base. Mais comme disait monsieur, effectivement, la police municipale, son rôle c'est sa mission. Premier, c'est censé être de la police de proximité. C'est ce à quoi elle est destinée. Et aujourd'hui, on lui en demande plus pour compenser ce que ne fait pas l'État. De fait, mais ce qui confond les rôles, c'est aussi la rue. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la voie publique, ce qui se passe, c'est pas vous qui le décidez. Vous avez raison de le préciser. On ne peut pas décider dans un bureau que telle ou telle mission va incomber à telle ou telle police. C'est un peu utopique de le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on imagine une situation qui n'existe pas. Qui existe de fait jusqu'à ce que ça se passe autrement. C'est-à-dire une police municipale qui gère la sortie d'une école. Pas besoin d'être armé pour ça. Mais il y a quelqu'un qui rentre, qui est armé dans l'école. Qu'est-ce qu'il fait le policier municipal ? Il appelle la police. Donc il y a un moment, c'est ridicule. Vous êtes sur la voie publique, vous êtes policier, vous pouvez être confronté à toutes les situations, vous devez pouvoir répondre par exemple, à toutes des les situations d'attentats, comme l'a mentionné Laurent Nunez, ou des refus d'obtempérer. Très souvent primo-intervenants, les policiers municipaux, dans ce rôle de police de proximité. Sur le sentiment d'impuissance, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est très juste, mais il faut prolonger. C'est-à-dire que là, on arrive sur une thématique nationale. Et au fond, vous voyez, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police et le maire, au niveau municipal, on ne va pas tout faire, parce que nous sommes enfants, nous sommes dans un pays avec des institutions nationales. Et le problème, il se situe au niveau
bien désolé, au niveau de notre appareil judiciaire. Un appareil judiciaire qui est débordé. Moi, je peux vous en parler. Quand vous commencez, alors hormis des cas particuliers en pénal, mais quand vous commencez une procédure, vous pouvez mettre 1 an, 2 ans pour la terminer. Regardez ce que c'est les délais dans les tribunaux aujourd'hui. Donc évidemment, on a un manque de moyens, on a des tribunaux qui sont engorgés, et à la fin, en bout de chaîne, la difficulté, c'est quoi? Elle est double. C'est que le taux d'incarcération aujourd'hui en France, il est de 117-118%. D'accord. 135, pardon. J'avais les chiffres il y a 2 ans, je sais que ça a explosé. Donc vous voyez, on est encore au-delà de ce que j'imaginais, premièrement. Deuxièmement, je suis désolé, il faut le dire aussi, on assiste bien trop souvent à des condamnations, alors peut-être parce qu'il y a un taux d'incarcération qui est trop important, mais à des condamnations qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas à la hauteur. Et je veux dire, c'est pas du populisme. C'est-à-dire que, oui, moi je pense qu'il y a un manque de volonté, et je pense qu'il y a une idéologie relativement complaisante qui fait qu'aujourd'hui, on ne condamne pas à la hauteur. Moi, je pourrais vous sortir des exemples de personnes qui ont été condamnées à des peines de bracelet électronique alors qu'ils mériteraient de la prison ferme. Pourquoi vous souriez? Non, je souris parce que c'est jamais très difficile d'accabler les institutions dès lors qu'on soupçonne ou qu'on imagine une défaillance. Il y a un problème quand même. Je suis élu local et je ne veux pas jeter l'opprobre et l'anathème sur l'institution justice. Je pense qu'ils ont fort à faire et qu'ils font de la même manière que la police nationale, que la police municipale, et que chacun fait de son mieux. De là à imaginer une idéologie, bon, j'en suis pas... Je pense qu'il y a de l'idéologie, monsieur. Je pense que quand le syndicat de la magistrature a un poids aussi important dans l'institution judiciaire, ça doit nous poser question. Voilà, je suis désolé, quand je vois des condamnations, des peines de bracelet électronique, alors que sur le papier c'est marqué 5 ans ferme, je suis désolé, je pense qu'on doit repenser ça. Mais ça, c'est du domaine du politique. Après, le politique fait des lois. Si vous voulez me dire qu'aujourd'hui la justice applique les lois, très bien. Ce que je vous dis, c'est qu'on doit les changer. S'il y a une attente de population... Dans ce cas-là, c'est le législateur. Bah oui, le législateur. Dans ce cas-là, vous adressez au législateur. Mais c'est pour ça que quand vous dites que je jette l'opprobre sur les institutions, je vous dis simplement que si les institutions font leur travail, elles le font sur la base des lois. Mais précisément, aujourd'hui, il y a une attente en matière de sécurité. Donc, il faut changer les lois. Benjamin Camboulive. Oui, je vais partir du sentiment de frustration de la police judiciaire, puis on va arriver sur le manque de places de prison. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a cette frustration? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs pour pouvoir se confronter à la hausse exponentielle des saisines. Et donc, on a la moitié des dossiers qui partent à la poubelle dans les commissariats parce que vous avez un délai de caducité de 2 ans en enquête préliminaire, donc on ne peut pas les traiter. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on demande, c'est une revalorisation de la filière investigation parce que nos collègues n'ont plus envie d'y aller, tout simplement. Ce qu'ils aient rêvé hier, aujourd'hui, est devenu un repoussoir. Ils n'ont pas envie de s'engager dans cette filière. Donc, pour casser ce désamour et casser cette crise des vocations, il faut revaloriser cette filière pour leur donner envie d'y aller. On demande un concours dédié, revaloriser une grille indiciaire propre pour les personnels de l'investigation. Mais quel est aussi le sentiment de frustration? En effet, c'est le manque de réponse pénale. Et tout vient malheureusement de ce qu'on appelle la carcérophobie des magistrats. Ils ont peur de mettre les gens en prison parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, parce qu'il n'y a plus assez de place. Il n'y a plus assez de place. On est à 135% de densité carcérale. 135%. Donc tout est fait pour qu'ils n'aillent pas en prison. Les alternatives parce qu'on n'a plus les moyens de les mettre en prison. Exactement. Et tout est fait pour les sortir. Avec les remises de peine, avec les aménagements de fin de peine. Mesures alternatives. Là, c'est ça. On fait tout pour faire en sorte que les gens ne soient plus dans les prisons parce qu'on n'a pas la place de les y mettre. Alors, est-ce que ça se résume à de l'idéologie? Non. Il n'y a pas que ça. Il y a une réalité statistique sur les places de prison, évidemment. Alors, il y a le parc, c'est-à-dire qu'il manque des places. Il y a les juges, on n'en a pas assez pour respecter les délais d'audiencement. Et on a un code pénal qui s'est adapté à la surpopulation carcérale et qui est devenu anti-carcéral. Donc même le juge qui a la volonté de mettre quelqu'un en prison, il a du mal à le faire parce que tout est fait pour qu'il ne puisse pas le faire. Et donc derrière, ça a créé ce climat laxiste dont on parle depuis le début et qui empêche aussi les agents sur le terrain de mener leur travail sereinement. Laurent Nunez a promis d'accélérer l'examen du projet de loi visant à renforcer les pouvoirs de la police municipale. C'est quelque chose qui fait plus ou moins l'unanimité ? Une fois de plus, je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Moi, je me souviens, au lendemain des émeutes, le comité interministériel des villes avait proposé que et la police municipale et la police nationale se retrouvent dans les mêmes lieux et puissent mutualiser des lieux pour mieux travailler ensemble et mieux coopérer ensemble. Et là encore, je ne suis pas contre. Une fois de plus, on a doublé le nombre de caméras, on a armé nos policiers municipaux, mais moi, je suis toujours inquiet de la figure, de la sacralité de la figure du maire, celui à qui finalement on charge beaucoup. On le voit bien sur le service public à travers les maisons France Service, désormais c'est lui qui est responsable et c'est pas d'autres qui sont responsables. Et moi, derrière, mon inquiétude, vous avez peur que ça soit intenable pour la fonction de maire ? Mais absolument, parce qu'on le charge, on charge la barque. Le maire doit être la figure consensuelle, celui qui est en capacité de discuter avec tout le monde au sein de la cité. Il doit pouvoir parler à tous, quel que soit le lieu, quelle que soit l'origine, et donc c'est le tiers de confiance, le maire. Et pour ça, et ça peut pas être possible il doit avoir une
certaine neutralité. Plus de missions pour la police municipale. Il doit avoir aussi une certaine neutralité. Mais dans ce cas, vous allez lui en donner pour le logement, vous allez lui en donner pour le sport, vous allez lui en donner pour la culture et pour tout le reste. Bon, bien que la sécurité est quand même la priorité numéro 1 pour les Français. On est d'accord. Et que c'est donc forcément. Mais c'est ce que dit le maire d'Évreux. C'est ce que dit le maire d'Évreux. On n'est pas suffisamment de deux, Guy Lefranc, on n'est pas suffisamment de deux pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et donc, si on doit armer la police municipale, faisons-le. Si on doit démultiplier le nombre de caméras de surveillance, faisons-le. Si on doit recruter un certain nombre de médiateurs en plus, faisons-le. Et n'oublions pas le conseil départemental qui doit aussi mettre à disposition, je ne sais pas si c'est le cas chez vous pour le département de Yvelines, mais les éducateurs spécialisés, parce que c'est une compétence des départements. Les départements n'ont plus d'argent. Les départements n'ont plus d'argent et ils ne peuvent même plus lever l'impôt. Donc là, ils sont saignés à cause de la crise immobilière. Pardon, mais ça vous oblige de fait aussi à faire ce que décrit M. Etazaoui et donc à prendre des missions en plus. Moi, je pense qu'encore une fois, il y a des choses du quotidien qui agacent tout le monde et sur lesquelles on doit apporter une réponse. Quand je disais qu'un policier municipal ne peut pas verbaliser quelqu'un qui consommerait du stupéfiant devant lui, on est en absurdie. Donc ça, il faut qu'on trouve une solution. Il y a le respect, bien sûr, de l'autorité judiciaire qui va mener l'enquête et qui va permettre de dresser, un jugement sur cette personne-là. Donc je suis d'accord que moi, je suis prêt à faire le pari que la police municipale peut, sous l'autorité du procureur, avoir une plus grande marge de manœuvre pour ce genre de problème. Parce que c'est demandé, parce que c'est ce qu'on constate tous les jours, sinon on a le sentiment d'être impuissant. En revanche, chacun dans son rôle. Il y a l'autorité judiciaire et l'autorité du maire. Je pense que ça doit venir d'une décision du maire qui doit décider ou pas d'armer. Moi, j'ai décidé d'armer les policiers. Ça, vous trouvez que c'est normal que ça vienne? Mais oui, parce que on ne doit pas changer ça? En fait, le maire, il est élu par ses habitants. Donc il doit proposer... Mais ça condamne aussi certaines villes et certaines communes. Je pense par exemple à Paris. Anne Hidalgo a décidé de ne pas armer la police municipale, donc la police municipale n'est pas armée. Aux habitants de changer de maire. Aux habitants de faire le bon choix. Et là, à l'occasion des élections municipales. C'est un bon argument. C'est un bon argument. On peut penser autrement, mais c'est un bon argument, je l'entends. Oui. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand une ville fait le choix de désarmer ou de ne pas armer sa police municipale, elle crée un aimant à infraction. Il y a nécessairement un déport de la délinquance, de la criminalité sur la commune où il n'y aura pas une police municipale qui est armée. Et c'est le même principe avec le fait que l'État se désengage de la police de voie publique au profit des mairies. Le risque, c'est ça. En fonction de la politisation, en fonction du budget, vous allez vous retrouver en gros avec des communes de droite riche avec une très forte sécurité, de gauche pauvre qui vont attirer toute la criminalité et la délinquance. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas. C'est pas possible. La sécurité, c'est un droit constant pour chaque Français, partout, tout le temps. Donc l'État, effectivement, doit conserver une base pour assurer cette sécurité à chaque Français, partout. Je suis partagé par ce qui a été dit là, parce qu'à la fois c'est un bon argument ce que vous avez de dire qu'effectivement c'est la compétence des mairies et c'est à ce moment-là aux administrés de changer d'administrateur. Et à ce moment-là, n'imposons pas peut-être l'armement des polices municipales sur tout le territoire. Et en même temps, je pense aussi que le maire a une double casquette. Il est, vous le savez, un agent de l'État. Et ce faisant, il applique une mission. Vous savez, la mission de la police municipale en droit, c'est une mission qui est relative à l'ordre public. Et l'ordre public, c'est la mission essentielle de l'État. Et je pense que cette mission de l'État, elle doit s'appliquer sur tout le territoire. Donc après, on peut faire des distinguos. Ça crée des distinctions. Mais oui, mais ensuite, on peut faire des distinguos. Tout dépend, c'est le détail de la loi. Si la loi nous dit on arme avec des armes létales tous les policiers municipaux, bon, peut-être on peut aussi faire des subtilités en disant arme létale ou arme non létale à la disposition du maire. En fonction des besoins réels des communes, c'est ça? Absolument. Dans une commune rurale, les armes létales seront moins privilégiées qu'en milieu urbain. C'est logique. Donc il y a une adaptation par les territoires. Ça, je ne suis pas opposé. Le mot de la fin, chacun un mot de la fin très rapide. Oui, non, mais j'aime beaucoup les juristes, mais quand vous voulez rien faire, vous entourez de juristes. Ah bon, j'ai pas à un moment donné, non mais regardez ce qui se passe dans le pays. Ah oui. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a l'extrême droite qui est en train de monter? Vous n'avez pas le sentiment que les gens attendent de l'État de l'efficacité et leur maire, vous l'avez dit, qui représente l'État, de l'efficacité? À un moment donné, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. On veut des moyens de police. On veut des moyens de police. On veut des moyens de police. Il faut les avoir, c'est tout. Driss Etazaoui, très rapidement. Si on veut lutter contre l'extrême droite, il faut que les élus locaux et ceux qui sont en responsabilité tiennent leurs engagements. Nous, on l'a vu à Évreux, quand vous tenez vos engagements, quand vous changez la physionomie de votre ville, quand vous la rendez plus agréable, finalement, ça fonctionne. Je pense que les gens sont reconnaissants. Ils font preuve de gratitude. Une dernière petite chose sur la question de la responsabilité, parce que quand vous armez la police municipale, c'est le maire qui est responsable. Si jamais il y a un incident, si jamais il y a une galère, c'est lui le premier de trancher, c'est lui qui devra rendre. Premier de cordée, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Dernier mot. Juste une réaction par rapport à l'aspect politique des choses. La sécurité, c'est pas une question politique. Et c'est pour ça que vous avez, quand vous faites les sondages, une majorité de Français 76% qui sont inquiets parce que ça dépasse largement l'équivage politique, parce que la sécurité touche à présent toutes les communes. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça doit être un droit constant, la sécurité. Sur tout le territoire. Et que voilà, il faut que cette réponse soit homogène. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'entretien culture.
Dans l'entretien culture aujourd'hui, un triomphe absolu de retour sur la scène du théâtre Hébertot, 12 hommes en colère. Adaptation de l'œuvre elle aussi mythique de Réginald Rose, signée Francis Lombrail et mise en scène par Charles Torgman. 300 000 spectateurs déjà conquis et ça ne cesse de continuer. C'est un huis clos judiciaire qui est devenu un véritable indispensable dont on parle avec Francis Lombrail et Xavier de Guibon. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Ce film déjà, 12 hommes en colère, on l'a dit, il fait maintenant partie finalement de notre répertoire commun. On l'a tous vu, on l'a tous apprécié. On a tous un lien plus ou moins fort qui nous relie à ce film. Quel a été le vôtre avant d'en faire finalement cette pièce? Quand ça a été le mien, j'avais 15 ans en fait. Ouais. J'ai vu ce film de Sidney Lumet qui a été réalisé en 1957 avec la production donc de Henri Fonda qui a été dans la distribution et qui faisait le rôle de J8, le rôle qu'incarne brillamment Xavier de Guibon. C'est vrai. Et je m'étais juré que un jour je ferais quelque chose avec ce sujet. Oui, mais pourquoi? Parce que ça m'avait frappé. En fait, c'est un film qui laisse pas indifférent. Ah non, ça ne laisse pas indifférent. C'est considéré comme un des plus grands films cultes au monde. Et surtout, ça intéresse tout le monde. Aussi bien justement un garçon de 15 ans qu'un garçon ou qu'une jeune fille de 10 ans ou qu'une personne de 90 ans. Xavier Guibon, comment vous expliquez que ça intéresse tout le monde? Parce que l'histoire est très très simple. Il y a 12 jurés. Au début, il y en a 11 qui votent coupables et un qui a un petit doute. Et petit à petit... Le doute s'insinue et il va essayer de convaincre les 11 autres. D'abord, ça provoque une grosse colère générale, que tout le monde ne vote pas coupable. Et petit à petit, les gens commencent à se poser des questions. Et un processus est en marche qui va jusqu'au bout, jusqu'à finalement convaincre le personnage que joue Francis Lombrail. Et c'est la fin de la pièce. Et il y a un basculement et je crois que tout le monde comprend la simplicité de l'histoire. Et voilà. Moi, je note aussi à quel point c'est phénoménal. Les affaires judiciaires et criminelles passionnent les Français. Il n'y a qu'à voir le nombre de podcasts qui se créent, qui sont suivis, qui sont reconsommés tous les jours. Les émissions à la radio, à la télévision qui traitent de ces sujets sont surconsommées. Ça vient d'où ? Vous savez, quand vous dites on va voter pour électrocuter quelqu'un sur une chaise électrique à 16 ans parce que il aurait tué son père. Il aurait éventuellement fait un parricide et que justement un homme parmi ces 12-là dit je ne sais pas s'il est innocent, je ne sais pas s'il est coupable, mais en fait, il faudrait qu'on en parle. En votre âme et conscience. Voilà. Et c'est la grande différence entre les intuitions et entre la conviction. En fait, le personnage de J8 va réussir à transformer les intuitions, les préjugés, en conviction. C'est-à-dire, il va donner la possibilité aux gens, grâce à son intelligence, à son humanité, à appeler les gens à réfléchir et à aller chercher en eux ce qu'ils ont de meilleur. Et ça, c'est un grand travail autour des mots. C'est une plaidoirie, finalement, que vous menez avec ce jeu sur les subtilités, sur les mots, le fait d'aller convoquer les émotions des uns, des autres, d'aller titiller ce qui peut être une évidence, vous le disiez, qui n'en est peut-être pas une, les faisceaux d'indices qui n'en sont pas. Exactement. Mais c'est un travail incroyable. On s'imagine aussi que c'est finalement passionnant pour des élèves qui rêvent de devenir un jour avocat. C'est presque... Ou magistrat. Ou magistrat, tout à fait. C'est un peu le guide, quoi. Ou juré. Oui, mais ça sert beaucoup pour les séminaires de formation, pour dynamique de groupe, etc. C'est un des films les plus vus de l'histoire du cinéma, en particulier parce qu'il est beaucoup étudié. Et c'est une pièce, une des plus vues, depuis maintenant, enfin, Michel Leb l'a faite, et brillamment aussi avant mon adaptation. Et ensuite, moi, en 2016, lorsque j'ai terminé l'adaptation, lorsqu'on s'est mis à travailler, on ne savait pas qu'on allait rester plus de 8 ans sur un plateau. Incroyable, c'est la 9e année. Oui. Dans le film, est-ce qu'il y a déjà une matière théâtrale? Oui, absolument. Ça vient de quoi? Ça vient de ce huis clos? Ça vient d'un huis clos, puis ça vient du fait que Sidney Lumet va travailler presque qu'avec des gros plans. En fait, la caméra va venir complètement faire des focus. Cadrer. Vous allez avoir toutes les expressions et vous allez avoir tous les sentiments qui vont passer à travers les regards, à travers les yeux, à travers les gestes, à travers la gestuelle aussi, même s'il s'agit simplement que d'un mouvement de main, d'un mouvement d'épaule, d'une exaspération. Et au départ, c'est une pièce de théâtre. Tout à fait. C'est surtout, en fait, Réginald Rose est juré. Oui, tout à fait. Il délibère. En sortant de ça, il écrit des petites pastilles, j'allais dire, pour la radio.
Ok. Ça ne se joue pas encore au théâtre. Sorte de petite brève. Voilà, exactement. En 1953, on trouve ça tellement génial qu'on lui dit d'écrire une pièce. Ok. Donc en 1953, il écrit les pièces pendant qu'à l'affaire Rosenberg, où la délibération pour les condamnés à mort a duré environ 10 minutes. C'est incroyable. Donc ça lui donne l'idée d'en faire un véritable, j'allais dire, mélodrame, avec une fin exceptionnelle sur le plan humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce intemporelle? On a l'impression qu'elle est assez criante d'actualité. Quand on la regarde, on se dit que ça pourrait être aujourd'hui. Alors évidemment, la peine de mort a été abolie en France et on s'en réjouit, on s'en félicite tous les jours. Elle n'est pas abolie aux États-Unis, par exemple. Partout. Dans certains États américains, c'est pas le cas. Ni en cas de guerre. Elle est abolie uniquement en temps de paix en France, je crois. D'accord. Il me semble, non? Il y a une chose comme ça. Vous m'apprenez quelque chose. J'adore apprendre des choses. Génial. À vérifier. Non, mais attendez. Je crois. Oui. C'est la seule réserve que Robert Badinter avait acceptée au moment où il l'a fait voter. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi intemporel? C'est un grand classique, c'est très actuel. Dans les faits, finalement, dans la manière dont c'est construit, des sujets dont ça parle indépendamment parce que ça ne parle pas que d'un problème judiciaire, ça parle de la collectivité, de comment on parle ensemble. Excusez-moi si je peux dire quelque chose, c'est intemporel parce qu'on demande quand même à des êtres humains de décider de la vie ou de la mort d'un autre être humain. Est-ce que ça n'a aucun sens quand on y pense comme ça? C'est-à-dire que... Moi, quand j'y pense comme ça, de manière très naturelle, qui a été violée, assassinée, il y a des gens qui se disent il faut absolument punir d'une façon extrême la personne qui a commis un crime pareil. Là, en fait, à un moment donné, d'ailleurs c'est dit par un des jurés dans la pièce et dans le film, il faut s'interroger parce que c'est un acte démocratique et humain très important. Un acte de citoyen. La démocratie et l'humanité se rejoignent, où tout d'un coup, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est pour moi la grande vérité, le doute doit être plus important que la certitude. La vraie valeur là-dedans, c'est le doute. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Ça demande une capacité à se remettre en question, non? Pardon? Ça nous demande de nous remettre en question? Ça nous demande de nous mettre en question, évident, de faire une autocritique, d'aller chercher très loin, et puis de s'interroger beaucoup, de savoir qui on est qu'on a le droit de décider de la mort ou de la vie de quelqu'un, parce que tout d'un coup, on dit oui, il est coupable. Ou non, il est innocent. Puis de laisser tomber un certain nombre d'habits sociaux. Il y a d'ailleurs un certain nombre de personnages qui sont pas caricaturaux, mais qui peuvent être des sortes d'archétypes. Il y a l'intello, il y a le prétentieux, il y a le grand timide, il y a le raffiné, il y a le gauchiste. Je caricature évidemment, mais il y a quand même de la société, des émotions qui est représenté. Et donc ça implique de se déshabiller, d'enlever ce costume social pour être soi et réfléchir en âme et conscience avec la sincérité la plus profonde. Exactement, et ça c'est très théâtral. Ça touche beaucoup les gens de voir quelqu'un qui est totalement persuadé qu'il est coupable. Et qui revient en arrière. Il change devant le spectateur. Ça, je crois que ça fait partie du grand succès de la pièce. C'est dur à jouer? Écoutez, on a un tel plaisir à le jouer depuis 8 ans. C'est la 617e ou 18e demain. Bien sûr. C'est un plaisir éternellement renouvelé parce que, comme vous l'avez dit justement, c'est un sujet éternel, c'est une pièce éternelle et ça sera un film éternel. Est-ce que l'idée, c'est aussi d'aller chercher l'identification avec ces personnages qui sont un peu des archétypes pour qu'on se pousse à se dire « Oui, c'est vrai que des fois, j'ai ce préjugé-là, ou je vais avoir tendance à penser comme ça, ou naturellement, c'est vrai que je serai dans cette posture-là ». Est-ce que c'est aussi dans l'idée de se dire « Mon Dieu, si un jour je suis jurée, je suis assise et je dois déterminer le sort d'un homme », eh ben, je vais être ce personnage-là. Oui, chacun peut être juré, donc chacun se projette dans ce qui se passe sur scène. Vous savez que j'avais été choisie, ça coïncidait avec le lancement du Figaro TV, j'ai dû renoncer à cette expérience et j'aurais adoré, parce que vous l'avez dit, c'est une expérience de citoyen, c'est une expérience d'humanité et de démocratie, et je trouve que c'est hyper important. Puis ça fait peur aussi. Ça fait hyper peur, j'étais terrorisée. Quand vous êtes donc, vous avez été tiré au sort pour être juré, tout d'un coup, vous avez une responsabilité colossale. On vous le fait sentir, vous êtes convoqué au tribunal, on vous explique comment les choses vont se dérouler, vous êtes formé. Ah oui, et puis après on vous tire au sort, et ou vous faites partie des jurés ou pas. Ou vous rentrez chez vous. Là, il y a presque une forme de déception pour ceux qui doivent rentrer. Peut-être, en tout cas, je crois que c'est très très marquant comme expérience d'être juré. Est-ce qu'il y a aussi un peu une curiosité malsaine chez nous qui aimons regarder par le petit trou de la souris, puisque c'est un peu ça aussi, huis clos. Et c'est aussi pour ça qu'on a... moi, je trouve que oui. Oui, il y a
il y a quelque chose qui peut être aussi une curiosité malsaine. Je ne sais pas si c'est malsain, mais tout d'un coup, une prise de risque sur le plan humain incroyable, en tout cas. Moi qui doute beaucoup, je me suis rendu compte de l'inconfort physique, émotionnel et psychologique que ça représentait. Ça met le corps et l'esprit, quand même, le doute tout le temps sur un fil. C'est assez désagréable. Et je me dis que c'est une matière hyper intéressante à travailler. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez peu exploité dans l'art en général. Parce que c'est dynamique. Là, c'est la matière. C'est dynamique de douter. Les autres qui sont sûrs de leur opinion ne font que se défendre. Voilà, ils répètent ce qu'ils ont déjà dit. Celui qui doute avance. Et c'est ça qui est, voilà, qui est inconfortable et difficile. Il peut y avoir d'ailleurs dans ce que vous venez de dire, ce que, en tout cas, j'ai écrit dans l'adaptation, la certitude du doute. Ça veut dire quoi, la certitude du doute? Je suis sûr que j'ai un doute. Je suis sûre. Moi, je suis absolument persuadée d'avoir tous les jours un doute sur tout. Hein. Donc, est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un sur une chaise électrique parce qu'on ne sait pas, en fait, s'il est coupable ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas sûr et qu'il y a des éléments qui constituent un doute légitime. C'est aussi une forme de plongée dans l'institution judiciaire. C'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaît pas bien quand on n'est pas dans cette sphère-là. C'est aussi ce qui intéresse les spectateurs, le public, d'aller découvrir comment les choses se passent, comment effectivement on accède à cette institution. Oui, alors c'est pas le même système que le système français. Là, l'histoire de majorité, c'est un petit peu différent. Mais il y a le rapport aux avocats et aux témoins qui ont un rôle. On en parle tout le temps des avocats et des témoins. Et aussi, il y a le 13e homme. Celui qui est dans une cellule en dessous, dans les caves du palais de justice, qui est là tout le temps en permanence. On ne parle que de lui. Il est présent, même si on ne le voit pas. Sans être là. Ça donne une mise en scène que j'aime beaucoup, qui est très minimaliste, qui laisse beaucoup de place au jeu qui laisse beaucoup de place au jeu des comédiens, puisque c'est ça l'essence. C'est le jeu, vous l'avez dit, c'est ces gros plans sur les émotions, sur le doute qu'on voit passer dans l'œil des uns des autres. Et pour retranscrire ces gros plans du film, c'est pour ça que j'ai découpé cette adaptation. Au lieu de faire 2h30, faire 1h25, pour que les répliques fusent très vite. C'est plus rapide, pour que dynamique. Et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous avez un gros plan verbal et vocal. C'est très intéressant comme manière de voir les choses et de donner à voir en effet ce rythme qui est assez puissant et qui nous oblige à basculer dans le doute en permanence. Qu'est-ce que vous attendez des spectateurs à la fin ? On attend d'abord j'ai l'impression qu'ils sont très heureux, qu'ils ont vu quelque chose qui les a sidérés. Oui. Quelquefois d'ailleurs, avant le tonnerre d'applaudissements, vous avez une sorte de silence, comme on dit, les 5 minutes qui suivent Mozart appartiennent encore à Mozart. Et bien là, ce silence, quelquefois avant les applaudissements, appartiennent encore à la pièce. Et tout d'un coup, mais je crois qu'ils sont surtout très heureux. Et beaucoup de jeunes disent, si c'est ça le théâtre, on y va tous les jours. Ça, c'est plutôt bon signe. On l'a entendu, c'est vrai. C'est la réaction de beaucoup de jeunes. Donc là, c'est mission accomplie. C'est encore à accomplir, vu qu'on le recommence tous les soirs. Donc tous les soirs, c'est à regagner. Vous avez raison de le rappeler. C'est la combienième ? 617, je crois, ou 618. Et ça continue, avec toujours le même succès. 12 hommes en colère, c'est au théâtre Hébertot. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. À très bientôt. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'art de vivre. Aujourd'hui, en Art de Vivre, une nouvelle découverte, un hôtel qui défend l'art de vivre à la française au cœur d'un magnifique parc boisé de 14 hectares et son jardin à l'anglaise, classé, voulu par Madame Oberkampf au début du 19e, un lieu magnifique pour se détendre, déguster des mets raffinés et se ressourcer dans un écrin de verdure qui expose également des œuvres d'art contemporain. On va en parler avec nos deux invités. Lionel Pedmet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial et marketing de cet établissement. Benoît Rambaud, merci également. Vous êtes chef exécutif. Chez vous, l'art de vivre prend tout son sens avec la proposition d'une escapade. On est à moins d'1 heure de Paris et on est vraiment là pour se ressourcer. Comment est-ce qu'on crée les conditions de la détente ? Comment on crée les conditions de la détente ? Vaste programme. Déjà, c'est un vaste programme. Déjà, il y a beaucoup d'histoires sur cet établissement qui était à la base, au IXe siècle, une dépendance de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, pour revenir, comme vous l'avez dit, sur le domaine connu par la famille Oberkampf. Une école également de bons garçons, où on a eu la joie d'accueillir Michel Sardou à l'époque. Oh,
Oh, je ne savais pas. Voilà. Et ensuite, c'était la Fondation Cartier également, où vous avez vu vous-même 2 œuvres monumentales dans notre parc qui fait 14 hectares. C'est un lieu très bucolique, hein, on peut le dire. C'est très bucolique. C'est, comme vous l'avez dit, à moins d'1 heure de Paris. Et c'est vrai que d'avoir ces œuvres qui faisaient partie de la Fondation Cartier, une œuvre de César, également une œuvre de Armand, donc c'est vraiment un repère pas très loin de Paris. Et un cèdre bicentenaire qui fait la fierté de l'établissement et qui contribue à ce charme et à cette verdure à quelques minutes du centre de Paris. Pour beaucoup d'entre nous, l'art de vivre, ça rime aussi avec l'art de la table, avec le fait d'avoir une proposition culinaire qui est au rendez-vous chez vous. Ça a une signification toute particulière avec un travail très soigné de ce qui est proposé à table. C'est notamment vrai dans le brunch, qui est une de vos signatures. Complètement, oui. Le brunch, une découverte du dimanche, notre brunch, pour attirer et faire connaître notre établissement, déguster nos mets qui sont travaillés avec plaisir sur des terroirs, parce que nous travaillons aussi beaucoup le terroir. Nous aimons remettre au jour le goût de cette cuisine qui est riche dans les Yvelines, qui est très riche avec des producteurs, des gens qui sont formidables, avec qui je concocte et je travaille au quotidien pour satisfaire nos convives qui viennent nous rejoindre. Et c'est particulièrement gourmand, c'est particulièrement généreux. C'est gourmand. C'est gourmand. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, et surtout on sent le soin que vous avez de faire plaisir. Oui, dans mon art, dans mon métier que j'aime et que je pratique depuis quelques années, je fais plaisir, j'aime faire plaisir aux convives, et quand eux sont contents, je suis content. Leur faire découvrir des produits, des nouvelles choses à déguster, j'adore leur faire plaisir. L'art de vivre, c'est aussi une manière de ponctuer sa journée avec des moments agréables, des pauses détente. C'est vrai aussi avec le tea time. Le tea time, c'est un grand rendez-vous. Une découverte que nous faisons découvrir à nos clients pour un moment d'espace, un moment de changement, un moment de... On est plutôt du côté de nos voisins britanniques pour le tea time. Oui, bien sûr, mais nous, on est dans le goûter gourmand. Dans le tea time, c'était une très belle appellation et tout, mais nous recherchons, voilà, mon chef pâtissier et moi-même, recherchons à faire découvrir des choses que nous, on orchestre tous les jours au quotidien, en petite dégustation, et que ça fasse plaisir aux gens et tout. Pourquoi c'est important d'avoir une table d'exception au cœur d'un lieu comme le vôtre ? Le lieu est déjà exceptionnel, comme vous l'avez vu. Les gens sont là pour se reposer. On a également un spa by Sotis. Donc c'est vraiment un art de vivre, et la restauration fait partie de cette identité. En plus, on utilise notre ADN, l'ADN, la toile de Jouy, également avec la manufacture. Qui est parfois reproduit sur certains gâteaux, notamment pour des réalisations qui sont absolument magnifiques. Donc on va jusque dans le détail, c'est ça aussi? Exactement. Et vous avez des prestations de luxe? Tout à fait. Vous avez parlé du cèdre. On a une bûche, on a créé une bûche pour Noël, si tu veux en parler. Olfactive. Exactement. C'est-à-dire? C'est une bûche qu'on a voulu travailler avec mon chef pâtissier César pour mettre en avant la toile de Jouy et partir sur le Mont Blanc, sur la montagne et tout, et inspirer aussi du dessert. Donc le chef a été très créatif et a accompagné avec des goûts magnifiques et tout. Il a voulu travailler sur une génoise chocolatée avec une crème de marron. Très gourmand, encore. Gourmand. Et vaporisé avec une essence de cèdre. Voilà. Génial, donc c'est la dimension olfactive et le lien avec le lieu. Vous avez dit un mot de ce spa, un spa qui est exceptionnel, qui est un vrai lieu de détente et de plaisir. Là, vous êtes allé assez loin dans les propositions. Il y a beaucoup de lieux qui disent avoir un spa. Ça se finit souvent avec une petite cabine de hammam et pour certains un bassin. Chez vous, c'est une dimension XXL. Exactement, avec une piscine intérieure et extérieure. On a 7 cabines. On a un snow cave. Snow cave. Voilà. Expliquez-nous. Cave à neige. Exactement. Je le dis en français. Voilà, une cave à neige où les gens peuvent justement profiter du froid et du bienfait de la neige, en parallèle avec le sauna et le hammam également dans notre spa. Donc l'idée, quand on vient chez vous, c'est d'aller se balader dans ce grand parc, de faire une pause gourmande au restaurant, par exemple à l'occasion d'un tea time, d'aller passer un moment au spa, de découvrir aussi la région, puisque Exactement. À quelques kilomètres seulement du lieu, il y a plein de choses à découvrir. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette escapade ? Déjà, en sortant du restaurant, on peut faire le parcours de santé que nous avons. On a quand même 14 hectares de terrain. Et puis, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a le château de Versailles qui est à proximité, le musée de la toile de Jouy, donc et des activités pour enfants également pour accueillir les familles. À quoi est-ce qu'on reste vigilant quand on veut proposer des prestations qui valorisent l'art de vivre? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous guide?
Ce qui me guide, c'est l'endroit. L'endroit, je m'inspire de l'endroit, je m'inspire du lieu qui, pour moi, voilà, est un lieu magique. Quand je suis arrivé dans cet hôtel et tout, j'ai découvert ce parc, cette histoire. Donc ça m'a donné des directives culinaires dans ma tête pour pouvoir déclencher des choses et surtout pour pouvoir recevoir nos clients. On a le restaurant La Toile, qui est notre restaurant gastronomique, où je représente une carte qui est gourmande aussi, mais qui est raffinée avec des produits qu'on a revisité, une cuisine qui se mélange avec la cuisine française, asiatique et tout, des petites pointes de quelque chose. Par exemple, en ce moment, au menu? En ce moment, sur le menu, là, on est sur les légumes d'hiver, donc on est sur tout ce qui est les légumes oubliés. Je fais une dorade en ce moment qui est avec une crème de légumes oubliés, avec des copeaux de marron, des choses comme ça. Et j'inspire aussi des peps de sauce où je mets du yuzu pour casser un petit peu, fracasser un peu d'acidité. Complètement. Et le peps, ce que moi j'ai envie de faire ressortir aux gens dans l'assiette et tout. Comment se passe l'expérience de ceux qui y viennent? Quand on arrive chez vous, qu'est-ce qui se passe? On a deux profils en fait. On a des séminaristes qui vont venir pour utiliser effectivement, avoir un séminaire dans notre établissement, puisqu'on a quand même 550 mètres carrés dans une salle et 18 salles de sous-commission. Et on a le profil du client du week-end, le Parisien, qui veut du verre et qui va justement utiliser toute notre infrastructure et se ressourcer. C'est quoi pour vous l'idée, le mot qui vous vient naturellement quand je vous parle d'art de vivre? Ça vous fait penser à quoi? Me dites pas gourmandise, hein, c'est trop facile. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Le repos. Le plaisir de la table, le plaisir de voyager, le plaisir de se construire plein de choses autour de l'art de vivre. L'art de vivre, c'est trop beau. C'est passer des bons moments dans des endroits d'exception. Complètement, c'est ça. Vous avez dit, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent s'offrir une escapade de verdure à quelques dizaines de minutes de Paris. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Parce que c'est un tourisme qui a évolué aussi, c'est un tourisme de proximité. On connaît le succès des plateformes comme Staycation, qui est absolument incroyable, le nombre de personnes qui vont à l'hôtel près de chez eux. Exactement, c'est comme vous l'avez dit, à moins d'1 heure de Paris. On n'a pas besoin de prendre l'avion, mais on démarche également tout ce qui est international. Donc on s'ouvre sur le marché américain, on s'ouvre sur le marché anglais, des marchés européens de proximité également, mais la majeure partie de notre clientèle vient de Paris. Je pense aux touristes américains qui arrivent chez vous. Il doit trouver ça complètement dingue. Déjà, il voit cette grande tour avec les voitures empilées, il doit se dire, d'accord, Ensuite, il découvre ce parc immense. On n'est pas habitué à ces prestations, si? Sur Paris, il y a peu de domaines, effectivement, qui rassemblent l'histoire. Parce qu'il y a des palaces, évidemment, notamment au centre de Paris, qui ont des prestations très haut de gamme. Mais vraiment, ce côté coin de verdure, bien-être, ou un peu de détox, pardon, c'est un terme qu'on aime. Mais on n'aime pas trop ce mot, nous, détox. Mais parce que moi, pour moi, détox, c'est l'inverse de plaisir. Vous voyez donc, comme on parle beaucoup de plaisir, d'art de vivre, de bien-être, ça m'embête d'utiliser le mot détox. Mais en effet, il y a cette idée d'aller se faire du bien, d'aller s'oxygéner. J'aime mieux l'idée. C'est ça. C'est beaucoup mieux. C'est mieux comme ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent exclusivement pour l'art contemporain? Qui viennent parce que c'est un lieu où on présente aussi des œuvres d'art contemporain, qui se sentent connectés à ce que ça représente et qui ont envie de découvrir, qui découvrent ça par cette porte? On a effectivement des personnes qui viennent, vous l'avez dit, c'est chargé d'histoire. C'est ce qui nous différencie de la concurrence aussi. Et on travaille avec mon équipe sur quelques artistes pour justement agrémenter le parc et redonner un peu de valeur artistique au domaine. Quels sont les prochains grands projets pour terminer? Il y a évidemment cette bûche de Noël avec ces fêtes de fin d'année qui vont être l'occasion de célébrer. On est en pleine période, en train de finaliser tout ce qui est la préparation des cartes festives et tout, qui sont déjà mis en place et tout. Donc là, le prochain et beau challenge qu'on a mis en place, c'est on va faire une bulle dans l'hôtel, sur notre terrasse qui est assez importante. Et à l'intérieur, je vais partir sur des cartes sur la cuisine de montagne, la cuisine savoyarde. Génial. Et tout. Donc encore un autre projet gourmand, mais qui est bien dans la saison pour. Ça, voyons, on ne pouvait pas parler de détox. Vous êtes en train de parler gentiment de fondue et de raclette. C'est pour ça. Et oui, retravailler différemment, mais dans cet esprit. Dans cet esprit-là, chaleureux. Complètement. Et toujours dans l'idée de proposer des choses différentes. Un dernier mot, peut-être? Oui, le 13 et le 14 décembre également, on a tous les commerçants de Jouy-en-Josas qui vont exposer dans notre établissement un marché de Noël de Jouy-en-Josas qui sera dans notre domaine. Les 13 et 14 décembre. Merci beaucoup à
tous les deux d'être venus nous parler de cet très bel établissement. Le Dolce by Wyndham, c'est à Versailles, à Jouy-en-Josas plus précisément. Merci beaucoup à tous les deux de nous en avoir parlé sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour l'émission. Rendez-vous 19h et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.